Tout le monde est content parce que voilà, le Maroc a raison, l'Europe a tort. Voilà. C'est nous, Français, on comprend ça. Pardon d'être un peu... Alors Jean-Michel, bon, on a le droit de plaisanter un peu quand même. Alors, il nous reste deux personnes à écouter. Monsieur Emmanuel Dupuis, qui est près de Monsieur Zinzou, qui est président de l'IPSE, et donc qui va nous parler de la géopolitique à 360 degrés du royaume. Et puis Madame Ibtissam Daïf, qui est PDG franco-marocaine, et qui nous apportera au final, pour ne pas dire in fine, un témoignage d'affection d'une personne qui a un cœur français et une âme marocaine. Merci Alfred. Alors, comme tout bon universitaire, j'essaierai d'être le moins long possible et le plus précis, évidemment, pour un sujet qui mériterait presque une journée entière de réflexion, car désormais la diplomatie marocaine est adjectivée. On la présente comme souple, on la présente comme proactive, on la présente comme agile, subtile, et évidemment crédible et efficace. Ce sont les mots que le roi du Maroc avait prononcés à l'occasion du 48e discours du trône, 48e discours donc célébrant la marche verte en 2024, appelant à ce que cette diplomatie réellement multidimensionnelle, multidirectionnelle, donc multilatérale, soit évidemment un élément d'intégration régionale et d'intégration pan-africaine. Alors je me réjouis, moi, que nous ayons parlé de cette date symbolique du 6 novembre 1975, la marche verte. D'ailleurs, un think tank américain a évoqué que nous sommes désormais dans une deuxième marche verte. Ce think tank s'appelle l'Atlantic Council, appelant à ce que l'on pense maintenant à l'avenir et ce qu'on va mettre dans le fond. On a le cadre, maintenant il faut penser au développement et la manière donc de se mettre en avant et de se projeter dans l'avenir. Quand Alfred m'a demandé d'intervenir sur ce sujet, je me suis quand même rappelé qu'il y avait aussi d'autres dates symboliques. Madame l'ambassadeur l'avait évoqué lors d'un précédent colloque auquel nous participions il y a quelques jours, puisque nous célébrons aussi le 70e anniversaire de la déclaration de la Celle-Saint-Cloud, qui va intégrer le Maroc dans sa souveraineté territoriale et dans son identité nationale, la nation faisant cohésion avec l'État nouvellement créé avec l'indépendance du 18 novembre 1956. Je vais aussi vous rappeler, peut-être un truisme, mais que le Maroc est une puissance atlantique. Je l'évoquerai en faisant référence aux travaux ô combien importants de la verticalité que Jean-Louis Guigou a pensé et réfléchi depuis de nombreuses années, mais il y a aussi une horizontalité marocaine. Et de ce point de vue, rappelons-nous que le Maroc a été initiateur, a été un intégrateur de l'intégration Euromed. Nous fêtons aujourd'hui, le 28 novembre, nous allons fêter d'ici quelques jours, le 28 novembre de cette année, le 30e anniversaire de la déclaration de Barcelone, du processus d'intégration euroméditerranéen, en rappelant que le Maroc est un État connecteur, intégrateur dans sa dimension ouest-africaine, dans sa dimension atlantique, méditerranéenne, arabo-musulmane. J'y reviendrai un petit peu plus loin. Donc, toutes ces dates nous ramènent à finalement une réalité qui consiste à dire que cette diplomatie s'inscrit dans le temps court, mais elle s'inscrit dans le temps long. Alors, j'aurais peut-être à contester la notion de la montée en puissance d'un État stratège. Car après tout, si on prend en compte la ligne idrisside du royaume, à travers ses différentes dynasties, alaouites, depuis 788, il y a une diplomatie historique du Maroc, qui n'est pas seulement une diplomatie étatique, qui n'est pas seulement une diplomatie ce qu'on appelle la diplomatie traditionnelle, mais aussi une diplomatie spirituelle. Au XVIIIe siècle, la confrérie de la Tidjaniya de Fès, qui a irrigué, façonné et d'une certaine façon développé un esprit critique au sein de l'islam, en mettant en avant ce qu'on appelle désormais aujourd'hui, un peu pompeusement, un peu artificiellement, un islam du juste milieu, en tout cas un islam de tolérance, un islam beaucoup plus syncrétique et beaucoup plus finalement de dialogue que d'autres islams qui se sont imposés, non seulement par la violence, mais de manière un peu plus, j'allais dire, artificielle ou récente. Cette diplomatie spirituelle que l'on retrouve aujourd'hui à travers un outil diplomatique qui est l'Institut de formation des imams de Rabat depuis 2015, avec cette idée d'avoir une diplomatie officielle, une diplomatie officieuse, un track 1 et un track 2, comme nos amis anglo-saxons le mettent en avant. Et puis, je suis très heureux d'avoir à mes côtés Lionel Zinzou, car le Maroc a été au firmament de cet esprit panafricain à travers la conférence et la charte de Casablanca en janvier 1961,
avec des grands noms qui ont reconnu dans le leadership de Mohamed V, le grand-père de l'actuel roi, Kwame Nkrumah pour le Ghana, Sékou Touré pour la Guinée, Modibo Keïta. Alors je ne sais pas si votre oncle, Émile Derlin Zinzou, y était, donc il y était, et donc évidemment cette idée d'un panafricanisme, non pas régressif, non pas agressif, non pas finalement sclérosant par rapport à ce qu'a été la relation entre le Nord et le Sud, mais une vraie intégration politique qui a rappelé, comme le roi du Maroc l'avait dit, qu'il est beau le jour où l'on rentre chez soi après 33 ans d'absence, car comme vous le savez, il y a eu une intermède dans l'intégration politique et panafricain à travers l'absence ô combien regrettable du Maroc entre 1984 et son retour le 30 janvier 2017. Bref, une intégration économique et politique sur laquelle le Maroc a eu un rôle, j'allais dire moteur, et évidemment particulièrement initiateur. Alors maintenant, j'aimerais, dans le peu de temps qui me reste, rappeler que le Maroc s'inscrit aussi dans une diplomatie à 360 degrés, dans le cadre d'une Afrique qui trouve enfin une voie et sa place dans la scène internationale. D'ici quelques jours, à Johannesburg, se tiendra le sommet du G20, assumé pour la première fois par un pays africain, et je le rappelle, Alfred a cette capacité de jouer sur les micros pour pouvoir réduire le temps de parole. Ce sommet est donc important car il scelle l'africanité du G20, puisque maintenant le G20 est un G20 dans lequel l'Union africaine a toute sa place depuis son arrivée lors du sommet de Bali en 2023. Un sommet qui vient rappeler que l'Afrique a besoin de champions, l'Afrique a besoin de pays qui sont aussi modélisables dans leur capacité à apporter d'autres pays, d'autres régions à s'intéresser à l'Afrique. Et de ce point de vue, force est de constater que la grande efficacité diplomatique, désormais les 120 pays qui reconnaissent la marocanité du Sahara, les 30 consulats qui... 125. Bon, alors, merci de me tenir à jour. Les 125 donc, pays qui reconnaissent la marocanité du Sahara, en tout cas, 3/4 d'entre eux se situent au continent africain, et une quarantaine d'États ne reconnaissent plus la pseudo-République arabe sahraoui démocratique, c'est-à-dire que le travail efficace de lobbying et de conviction a été un élément dont pourra bénéficier le continent africain dans sa capacité à se penser de manière unitaire sur le plan politique, sur le plan économique, la ZLECAf étant évidemment à l'ordre du jour, ça a été rappelé, avec la capacité de créer 1% de PIB chaque année pour doper les PIB du continent africain. Alors, je voudrais terminer en rappelant peut-être quelque chose qui n'a pas été évoqué, c'est le but de celui qui arrive en dernière ligne, c'est l'équipe réserve. Alors nous, on doit sans doute être l'équipe B, mais avec cette notion de verticalité et d'horizontalité. C'est vrai que je crois que c'est un élément important. Je me tourne vers Jean-Louis Guigou, qui avait conceptualisé cette notion de verticalité à travers son think tank, son laboratoire d'idées, la verticale, avec cette belle notion, ce beau rappel de l'âme, du lien, de la connectivité entre l'Afrique, la Méditerranée et l'Europe. Il va en être question à Luanda d'ici quelques jours, à l'occasion du sommet Union africaine-Europe, auquel va se joindre le président Emmanuel Macron, en rappelant qu'il y a une dimension économique particulièrement importante, car désormais le Global Gateway va consacrer la moitié de ces 300 milliards, 150 milliards, vers des projets d'investissement, vers l'ingénierie, vers l'inclusivité économique, vers évidemment les domaines que sont d'actualité, que sont enfin, particulièrement prégnants, que sont l'intelligence artificielle ou toute la capacité donc, du e-commerce ou du e-développement. Alors, cette verticalité qui fait qu'en gros, l'Afrique se pense non seulement de Tanger au Cap, mais dans une logique de façade atlantique aux 23 pays, mais je vais rajouter finalement de la Norvège jusqu'à l'Afrique du Sud, avec l'importance prégnante de l'atlanticité des relations internationales, avec d'une certaine manière aussi tous les projets, je ne vais pas y revenir, le gazoduc en est un, mais une logique d'intégration et de désenclavement, c'est le deuxième point. Le Maroc est particulièrement allant, particulièrement volontariste pour développer cette horizontalité stratégique, cette verticalité stratégique, mais en y associant aussi la volonté de désenclaver des pays qui n'ont pas accès ni à la mer Méditerranée, ni à l'océan Atlantique, et de ce point de vue, qui peuvent être des éléments de stabilisation
On pense notamment aux 4 pays du Sahel qui pourront bénéficier du développement de Dakhla, qui désormais est réalisé à 50% à l'horizon de sa création en 2028, accompagnant la stratégie portuaire qui vise à développer, multiplier par 2 d'ici 2030, le commerce, le transport maritime et le développement touristique. Je ne reviens pas sur le mix énergétique et sur l'hydrogène, mais évidemment, cela est un élément qui va de pair, puisque l'objectif, c'est d'avoir 10% de l'énergie du Maroc qui sera issue de l'hydrogène, avec l'objectif d'avoir un mix énergétique de 56% en 2027, c'est-à-dire beaucoup plus rapidement que l'objectif qui était de 52% à l'horizon 2030. Bref, un État stratège qui vient aussi nous rappeler que le Maroc est l'exemple même d'un pays multi-aligné, tout comme un certain nombre de pays essayent de participer au maximum d'organisations internationales ou intergouvernementales. Le Maroc est un très bel exemple. Siégeant depuis 1961 au niveau du mouvement des non-alignés, ayant prêté son concours et en renforçant la légitimité du G77, aidant et donc accompagnant les pays les moins avancés à devenir des pays en voie de développement. On pourrait aussi rappeler les nombreuses pérégrinations, les nombreux voyages très efficaces de Nasser Bourita en direction des pays de l'Organisation des États Caraïbes occidentales, pour essayer d'intégrer aussi des zones, et notamment les pays insulaires, à cette démarche. Je rappelle aussi l'importance que la diplomatie marocaine a pu bénéficier en participant non seulement aux accords d'Abraham, mais en se rappelant que depuis 1975, c'est bien le roi du Maroc qui préside le comité Al-Quds, avec cette logique donc d'équilibre, d'équidistance stratégique, pour ne pas prêter le flanc à ceux qui voudraient antagoniser les solutions qui se veulent évidemment à 2 États dans la bande de Gaza et sur la création espérée d'un État palestinien. Je terminerai par un point qu'on oublie souvent. Le Maroc, et surtout le roi du Maroc, est aussi un facilitateur, un médiateur. Ce fut le cas à Skhirat, ce fut le cas à Bouznika en 2015 sur la question libyenne. La question libyenne est un écheveau un peu particulier, très difficile à surmonter, mais la médiation personnelle du roi, faut-il le rappeler, a permis la libération de 4 prisonniers français. En France, on les avait appelés des otages. 4 agents de la DGSE, je vous le rappelle, à l'occasion d'un dialogue direct entre le roi du Maroc, et le président Ibrahim Traoré de Burkina Faso, que personne d'autre avait permis d'obtenir. Donc c'est toute cette diplomatie qui finalement montre que les États forts et puissants sont ceux qui n'ont 0 problème avec aucun de leurs voisins, si ce n'est celui qui l'impose ainsi. C'était une doctrine que l'ancien Premier ministre Davutoglu avait conceptualisée pour la Turquie. Et je crois que de ce point de vue, ça crée aussi des synergies entre des pays qui se veulent intégrateurs de zones économiques verticales et horizontales. Voilà, j'ai terminé. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel.